Le thème de ce webinaire est la marque employeur, un atout du recrutement, sachant que la commission RH travaille actuellement sur la base du questionnement du recrutement, mais dans un sens vraiment très large, et notamment tout ce qu'il y a autour du recrutement comme action que peut mener l'entreprise ou l'entrepreneur pour vraiment avoir un recrutement de meilleure qualité. Donc, la marque employeur a été choisie comme étant effectivement un atout du recrutement. La question a été posée lors de la réunion pour essayer de montrer à chaque entreprise et à chaque entrepreneur que cette marque employeur n'est pas une nouveauté en fait, ni une nouveauté sociologique éphémère, une trouvaille sociologique. C'est plutôt un vrai plus. Il faut savoir qu'historiquement, depuis au moins le 19e siècle, donc l'ère industrielle, certaines entreprises et industries utilisaient déjà leur réputation d'employeur et cultivaient leur image, sachant qu'elles attiraient de cette façon les meilleurs employés autant que les meilleurs clients. Donc, la communication aujourd'hui passe d'autant plus, toutes structures confondues, petites, moyennes ou grandes, aussi bien en solo, par une réflexion et une stratégie qui est basée sur l'image, la visibilité, mais pas que, car la visibilité, c'est un grand mythe. Il ne suffit pas d'être visible, il faut aussi avoir une bonne réputation qui devienne un pilier central dans le monde des affaires. Donc, comprendre les enjeux de la marque employeur nous positionne dans une dynamique constante et interroge toute l'organisation et l'ambition de l'entreprise, quelle que soit sa taille. Les questions essentielles autour de cette thématique, c'est que je place mon recrutement dans le cadre du développement de ma marque employeur, c'est-à-dire comment puis-je tirer profit de mon recrutement pour valoriser mon entreprise, que proposer en termes de satisfaction matérielle et immatérielle dans ma vision du recrutement. J'insiste sur les mots matériels et immatériels qui veulent dire effectivement le salaire, les conditions, les avantages, mais la satisfaction immatérielle qui devient une grande thématique sociologique, c'est qu'aujourd'hui, les employés ont de plus en plus de revendications immatérielles dans le sens de l'ambiance au travail, des perspectives, du droit à la parole, du droit à la créativité et des tas de choses comme ça qui sont absolument pas définissables par un quelconque contrat, mais qui est prévu par l'employeur, par l'entreprise, comme étant des conditions de travail. Ensuite, quelles sont les valeurs que je souhaite partager, sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, les nouveaux profils sont très attachés aux valeurs. 2 chiffres clés pour montrer qu'un recrutement est très important, enfin, qu'il y a 2 éléments dans le recrutement très importants. C'est que 6 mois, c'est le temps que prend en moyenne un nouvel employé pour se décider ou non de rester dans sa nouvelle entreprise. Et le coût moyen pour l'entreprise suite à un recrutement échoué est environ de 7 000 €. C'est un recrutement moyen, c'est un coût moyen. Voilà. Donc, d'où l'enjeu. Alors, la marque employeur, nous allons voir un petit peu qu'est-ce que c'est, comment on peut la définir, à quoi est-ce qu'elle sert. Est-ce que finalement, c'est une démarche RSE qui pourrait constituer un plus pour l'entreprise dans le fait que la RSE va devenir une grande thématique dans les prochaines années? Comment la valoriser? Et puis, vraiment faire un focus sur le recrutement. Comment est-ce que le recrutement est envisageable aujourd'hui, sachant que beaucoup même d'entreprises de recrutement n'ont pas saisi toute l'ampleur des nouvelles données sociologiques et des gens à qui ils ont affaire, en fait, par génération. C'est surtout par bloc générationnel. Alors, selon une étude récente de Stepstone, 95% des candidats se renseignent sur la réputation et la marque employeur d'une entreprise avant de postuler. Donc,
l'identité d'un employeur, alors, vous voyez, là, on dit l'identité, la marque employeur, l'identité. Hein, on commence à voir à peu près de quoi il s'agit. Se compose de divers éléments concrets qui constituent son ADN, les produits ou services proposés. Vous avez suivant les produits que vous proposez ou les services, l'identité d'un employeur est souvent reliée à cela. On peut citer énormément de marques, mais quand on veut rentrer pour travailler pour une marque, eh bien, c'est les produits qui sont très importants. L'histoire de l'entreprise entre en jeu. Est-ce qu'elle est ancienne? Est-ce elle fait partie des Dream Team? Est-ce qu'elle est start-up, etc. Donc, elle n'aura pas du tout le même bagage historique et n'aura pas du tout non plus les mêmes ambitions ni les mêmes vues. Ni la même visibilité non plus. Les locaux, le secteur géographique, est-ce que c'est une entreprise internationale ou est-ce que c'est une petite entreprise? Les métiers qu'elle propose et la perspective dans les métiers et le degré d'innovation. Là, on parle par exemple des startups. Est-ce que c'est intéressant pour les candidats d'aller vers des degrés d'innovation et des entreprises qui utilisent les nouvelles technologies? Tout ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. À cela s'ajoute des éléments primordiaux que sont les pratiques RH. Les pratiques RH, donc, vous voyez, en dehors des produits, de l'histoire de l'entreprise, qu'est-ce qui s'y passe? Le prestige, la confiance qui fidélise les salariés actuels et qui attire les recrues potentielles sont importants. On revient là-dessus en parlant de salaire, des avantages matériels et structurels, les pratiques managériales et la co-construction, qui est un point sociologique important qui permet aujourd'hui aux employeurs de proposer à leur personnel plutôt d'être dans la co-construction de la vie de l'entreprise et également de leur donner la parole sur les éléments créatifs, des gens qui sont créatifs dans l'entreprise, les perspectives d'évolution et de formation, l'accueil, comme le onboarding par exemple pour les grosses sociétés, ou même pour les sociétés de taille moyenne, le suivi de carrière. Tout cela doit être visible pour aujourd'hui un candidat. La sortie des contrats de travail ainsi que leur accompagnement qui témoignent de la vision de l'alpha à l'oméga de l'entreprise vis-à-vis de leur employé. C'est une sorte de préparation et de considération de l'employé. Et le partage des valeurs et de la vision, nous en reviendrons parce que ça devient un phénomène vraiment très important, que le candidat aujourd'hui soit concerné par les valeurs du fait qu'il aime suivre un idéal et a besoin d'une vision et donc de témoigner aujourd'hui d'une certaine vocation de sa part pour s'engager. En interne, la marque employeur est relative à toutes vos pratiques d'organisation et de gestion. Ces pratiques génèrent un taux de satisfaction matérielle et immatérielle. Les collaborateurs, finalement, se représentent mentalement l'environnement global de leur entreprise et sont capables d'en définir une image, j'ai envie de dire, personnelle, qui est basée sur l'expérience qu'ils vivent in situ. En tant qu'image externe, c'est tous les éléments qui peuvent se définir par l'opinion publique relative à l'entreprise. Ça devient de plus en plus évident par les réseaux. Bien sûr, c'est une appréciation subjective, mais elle revêt une importance d'autant plus capitale qu'elle impacte aussi les candidats qui peuvent se rapprocher de l'entreprise par rapport à tout ce qu'on y trouve et tout ce qu'on pense y trouver. L'image externe, elle se reflète aussi également dans votre réputation et l'irréputation, qui deviennent vraiment des segments extrêmement importants et à prendre en compte dans vos stratégies de communication en réseau. Vos pratiques managériales aussi, dans le sens du questionnement important que l'on doit apporter aujourd'hui aux pratiques managériales,
qui ne peuvent plus se contenter des grandes pratiques historiques pyramidales, qui doivent aujourd'hui évoluer, comme l'inclusion, la diversité, des choses comme ça, vos pratiques économiques aussi. Et là, on rejoint les thèmes de la RSE et les témoignages en réseau des employés eux-mêmes qui finissent par être les ambassadeurs d'une marque. Un des moyens les plus efficaces pour définir la marque employeur, quel que soit, je répète vraiment, le niveau de l'entreprise, solo, petite, moyenne, grande, c'est de communiquer en transparence et en partage. Alors, partage des informations sur les réseaux et en transparence, avoir vraiment l'intention, non, je ne parle pas de secret industriel et de secret professionnel, bien sûr, hein, mais de communiquer vis-à-vis du recrutement en transparence et vraiment en forçant le trait, c'est-à-dire vraiment quand vous avez envie de faire une vidéo, vous avez envie de faire une fiche de poste, quand vous avez, soyez le plus en transparence possible et c'est ça qui va attirer la confiance de votre candidat. Les valeurs, l'ambition, la vision de l'entreprise, son histoire, ce qu'on appelle la story ou le storytelling. N'hésitez pas à forcer le trait. Mettez aussi en place des outils simples pour communiquer avec ces éléments. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand cinéaste. Vous pouvez tout simplement, avec votre téléphone, et d'ailleurs, c'est encore bien plus réaliste, prendre des vidéos de vos équipes ou de ce que vous faites, de votre atelier, de votre bureau, pour être en transparence. Témoigner d'objectifs clairs, d'outils de procédure RH bien définis et annoncer votre forme de management. On aime, on n'aime pas, mais au moins on est au courant. La fiche de poste devient très importante, mais n'est pas simplement qu'une liste des tâches à faire. Elle devient aussi un outil qui incite le candidat à se sentir impliqué. Décrivez aussi le niveau d'expression libre qu'il aura. Est-ce que vous êtes plutôt une société qui laissait les nouveaux parler ou est-ce que vous attendez qu'ils aient 3 ans de boîte pour pouvoir esquisser un « s'il vous plaît, je pourrais parler » quelle est votre acceptation du degré d'initiative, sachant que beaucoup d'entreprises commettent l'erreur avec les jeunes diplômés de ne leur donner la parole que très tard, alors que les derniers enseignements et ont des idées et sont impliqués et ont souvent envie de partager leur savoir. Donc, il faut faire très attention avec la nouvelle génération d'aujourd'hui, de leur confier des degrés d'initiative, toute proportion gardée, mais de les prévoir et d'en discuter. Entretiens annuels et suivi de carrière, procédure de recrutement, reconnaissance et gestion des talents. Êtes-vous inclusif ou êtes-vous des talents élitistes? Cherchez-vous uniquement la perle rare ou cherchez-vous dans chacun des employés que vous allez avoir comment vous pouvez gérer, susciter, inspirer des talents à vous transmettre des idées. Et on l'a vu pendant le Covid, ça a été la catastrophe pour toutes les sociétés qui n'avaient pas ce système de gestion des talents. Et qui n'ont pas tenu le coup, alors que certains se sont exprimés et ont permis à la société de passer l'obstacle. Et également, quelles sont vos perspectives de formation? Quel est votre programme? En externe, est-ce que vous avez travaillé les éléments des valeurs et la story générant une réputation positive? Donc, vous voyez, on peut la définir vraiment avec tous ces éléments. La marque employeur, finalement, à quoi sert-elle? D'une, à promouvoir ce principe qui est actif de cohésion et de mouvement, mais également une vision claire. Plus on se rapproche de vous et plus vous transmettez dans ce sens, plus on se dit, tiens, je vais vers là et cela, ça m'intéresse. Pour le recrutement, une entreprise qui véhicule une image positive parce qu'elle est construite, pensée, validée par l'ensemble des personnels, et on en parlera tout à l'heure, va attirer des candidats sensibles à l'engagement. C'est le cas sociologiquement de la génération Y, c'est-à-dire les générations qui sont nées entre 1990
et 2000, enfin voilà, les personnes qui ont 30 ans aujourd'hui, 25 ans, 30 ans, ont besoin de se sentir engagés, ont besoin de partager en vocation. Ils ne vous donneront plus leur vie, leur état d'âme pour rien. Ils ont besoin de se sentir engagés et ils vont se faire les meilleurs ambassadeurs de votre marque. Donc, c'est un cercle vertueux gagnant-gagnant. C'est difficile de l'envisager comme ça parce qu'on se dit, bon, du moment que je donne un salaire, je ne vois pas pourquoi je permettrais à l'autre de me donner son avis, mais non. Autant les générations précédentes étaient plus ou moins résignées du moment que le salaire et la sécurité de l'emploi étaient présents. Je suis en CDI, donc ça me va et je me contente de cela. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La marque employeur, donc, est-ce que c'est une démarche RSE? Globalement, en y travaillant, vous initiez des bases de processus. Donc, c'est un très bon sujet de réflexion pour commencer à déblayer, à débroussailler ce qui serait pour vous la démarche RSE. Les 7 éléments de cette démarche sont bien la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement pris dans le sens le plus général, autant l'environnement de travail que les thématiques environnementales, les bonnes pratiques dans les affaires. Est-ce que vous êtes gentil, entre guillemets, avec vos fournisseurs? Est-ce que vous avez de bonnes relations et avec, en général, vos clients? Les questions relatives aux consommateurs, toujours dans la bonne pratique des affaires, et les communautés et le développement local par le biais des réseaux. Donc, pas besoin d'aller jusqu'à la certification. Pour le moment, les effets de votre démarche autour de la marque employeur peuvent très, très largement suffire pour commencer à rentrer dans un débroussaillage, comme je le disais tout à l'heure, et dont les effets se font sentir immédiatement. Comment valoriser la marque employeur? Eh bien, sachant qu'en interne, tout le monde peut être un ambassadeur de la marque et le fait volontiers. Quand il se sent bien, il parle autour de lui, il a envie de collaborer, il a envie de déployer ses compétences. En externe, on communique en transparence et en partage. Et maintenant, donc, la question du recrutement. Votre réputation et votre visibilité, eh bien, finalement, inspirent confiance, ce que recherchent les candidats, et quelle que soit l'activité, on peut attirer des personnes plus facilement à partir d'une image, bien sûr, quand elle est sincère et vérifiable. Il ne s'agit pas de faire une publicité mensongère. Et en vérité, plus on est proche de soi, et même si on a un management pyramidal, mais qu'il y a à côté de ça énormément de contreparties et énormément de défis à relever, vous verrez qu'en transmettant une image sincère et vérifiable, vous aurez de meilleures approches avec le candidat. Donc, ces démarches contribuent à fidéliser, à prévenir les conflits et même peut-être à attirer de nouveaux clients, car aujourd'hui, on parlait de réputation et d'irréputation. Je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé il y a 20 ans chez France Télécom. Le taux de suicide était tellement énorme que plus personne ne voulait y aller à France Télécom. Et Orange a dû, en reprenant cela, changer vraiment tout le côté prévention des conflits, puisque ça devenait insupportable. Donc, et les clients qui aujourd'hui s'attaquent à est-ce que vous êtes une bonne entreprise, est-ce que vous ne malmenez pas votre personnel, etc., est-ce qu'ils rentrent dans les démarches RSE, eh bien, va vous faire une réputation qui va attirer de nouveaux clients. Voilà. Comment tirer profit du recrutement pour valoriser son entreprise? Déjà, en vous préparant avec des paradigmes solides pour valoriser votre entreprise. On va les voir tout de suite après. Donc, finalement, le recrutement d'aujourd'hui, c'est organiser une rencontre des vocations. Ça paraît un peu abscon ou alors très vague, mais en considérant qu'une personne que vous allez rencontrer a le droit d'avoir un partage avec vous, que vous lui laissez la place d'avoir ce partage avec vous,
Si vous remettez l'humain à la place qui lui revient dans cette mission de recrutement, vous aurez probablement et systématiquement vraiment des changements dans votre relationnel. Alors, je vous propose, suivant les dernières, disons, trouvailles sociologiques, ce n'est pas des trouvailles, c'est des études qui sont basées sur des thèses sociologiques, sur des enquêtes de terrain, de formuler un recrutement qui serait 2.0. En 7 points, donc chaque diapo, là, il y a 2 diapos qui vont, enfin, la première ainsi que la suivante, vont probablement vous intéresser. Le premier point est que quand vous recrutez une personne, vous cherchez une personne entière qui a compris vos besoins, donc à vous de les lui communiquer. Et également, de votre côté, vous promettez que vous comprenez les siens. Là, il y a une sorte de contrat moral. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec des fiches de poste. Première entreprise sur le segment des fils de fer, nous sommes nanana et nous sommes les meilleurs et nous sommes nanana. Non, communiquez avec le mot besoin. Nous avons besoin d'une personne qui va faire ceci, va faire cela, a besoin de s'exprimer dans tel domaine, etc. Voilà, vous communiquez en ayant vraiment le but de transmettre que vous avez un besoin. Deuxièmement, vous recherchez peut-être des ressources particulières, voire originales. Donc, soyez ouverts. Soyez ouverts parce que le diplôme ne fait pas tout, tout le monde le sait. Ce n'est pas parce qu'on sort de telle et telle école qu'on est le meilleur. Si on a un profil bricoleur, si on est du genre à aimer le trekking alors que vous construisez des chaussures de marche, si on est très impliqué dans le milieu associatif, mais que ça a indirectement un rapport avec votre entreprise, vous verrez que là, vous aurez une congruence avec la mission que vous menez. Et en fouillant dans l'entretien d'embauche, en fouillant avec votre candidat, vous allez peut-être trouver une mission commune, des éléments de talent, de créativité. Alors, pourquoi je cite la bravoure, la sincérité, l'engagement? Parce que, encore une fois, ce qui s'est passé pendant le Covid a mis en cause la bravoure, le courage, la sincérité, l'engagement des employés. Et beaucoup de ceux qui ont résisté avaient le courage et la bravoure. Voilà, le courage de rester, ils sont venus quand même. Même certains n'ont pas été payés pendant un certain temps parce que c'était la galère pour l'employeur. Eh bien, ils sont restés. Et ça, c'est des choses qui sont totalement immatérielles. Donc, assurez-vous que vous êtes dans la mission. Ensuite, le troisième principe, vous acceptez bien, la transparence de votre organisation. Dites à la personne, venez nous voir, on vous présente les équipes, les lieux, l'ambiance, l'état d'esprit que nous partageons. En quatrième point, il est très intéressant de mobiliser les collaborateurs qui sont proches du poste, pour ceux qui ont une petite entreprise avec quelques employés, ou même beaucoup, en faisant des vidéos, je vous le disais, avec un téléphone, avec une petite caméra. On n'a pas besoin d'être Spielberg pour le faire. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui vivent la fonction, qui en parlent le mieux. N'hésitez pas à être créatif de ce côté-là et à mettre dans vos annonces sur les réseaux des choses où on transmet au candidat qu'on l'attend, qu'on aimerait bien que ce soit lui qui vienne. En cinquième plan, là, c'est une question de considération de l'employé. Proposez-lui un scénario d'emploi responsable avec des perspectives claires et temporisées. L'indication de son niveau de liberté opérationnelle, son degré d'initiative, parce qu'aujourd'hui, vous avez un grand syndrome disons, qui suinte de certaines entreprises, c'est le syndrome du PIP, PIPE, pas d'initiative, pas d'emmerde. Essayez de veiller à cette liberté opérationnelle. Ensuite, le ressenti professionnel, est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que, à part faire de 9h à 17h, est-ce que j'ai l'impression quand même de pouvoir m'épanouir?
Et puis, veiller à l'intégration, ce qu'on peut appeler aussi le onboarding dans les grandes sociétés, mais juste à prévoir et à sentir que la personne va être accueillie, c'est afficher sa volonté d'épanouir la vocation de la nouvelle personne. En 6e, votre histoire entreprise est importante. Racontez l'histoire depuis le début, les gens adorent ça. Et ensuite, vous pouvez présenter les volets sociaux de votre entreprise avec ce que vous avez mis en place déjà sur le thème RSE, les avantages, le plan de développement personnel et professionnel. En fait, pour licher, alors, ce n'est pas de la séduction, c'est même pas de la séduction, c'est juste l'établissement d'une relation transparente, accueillante, claire, synthétique, qui ne mettra en confiance que des bons éléments. Alors, si vous souhaitez approfondir le sujet, je mets à votre disposition des outils utiles. Vous pouvez me demander par mail tous ces outils-là. Alors, comment et par quelles questions aborder l'identité de mon entreprise? Quelles actions de récolte ou de collecte de données puis-je mener? J'ai fait une fiche que dans une formation pour faire du onboarding en entreprise qui permet à l'entreprise de s'interroger sur et de se poser les bonnes questions en fait. Quelle est notre identité? Est-ce qu'on dirait, en faisant une petite enquête interne, qu'est-ce que vous pouvez, et en étant capable d'encaisser la nouvelle et d'encaisser les retours. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez bien? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est intéressant, on est attirant? Commencer à faire ce pré-travail avant même de formuler une annonce de recrutement est très, très intéressant et peut vous mener sur des pistes que vous ne soupçonnez pas. Donc, je tiens à votre disposition cette feuille synthétique qui tient, je le rappelle, en une page, mais qui finalement fait tout un programme pour vous. Que doit contenir une fiche de poste? Donc, ça aussi, j'ai fait un travail là-dessus. C'est une petite fiche de 2 pages qui vous explique qu'est-ce qu'une fiche de poste pour les personnes qui souvent même sont en solo, auto-entrepreneurs qui cherchent à embaucher une personne et qui ne sont pas forcément rompus à la fiche de poste. Également, dans l'annonce de recrutement, comment éviter les pièges sémantiques, portefeuille client à développer, ce qui veut rien tant que tu ne nous as pas donné quelque chose, donc en fait tu travailleras, voilà, et des choses comme ça, donc qui font que je vous conseille très fortement d'éviter les pièges sémantiques négatifs qui peuvent vous faire arriver des gens qui ont la langue pendante, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs atouts pour vous. Donc, ne pas communiquer dans ce piège-là. Donc, j'ai fait une fiche là-dessus. Enfin, en fait, c'est une vidéo. Ensuite, les profils sociologiques de la génération Y qui me paraissaient pertinents. Voilà, ces jeunes-là qui vous arrivent et à qui on peut proposer des postes. Mais est-ce que vous savez, vous, quels sont leurs critères? Qu'est-ce qui leur permet de définir ce qui serait pour eux, et je dis bien pour eux, pour cette génération, a priori un bon job? En dehors de leur jeunesse et de leur fougue, quelles sont leurs aspirations? Et ça, c'est important. Donc, c'est un article que j'avais écrit, puisque je suis d'un profil chercheuse, sur ces critères et qui sont basés sur une étude très importante, sur une thèse qui a été d'une personne que je cite dans l'article de l'Université de Toulouse et qui a particulièrement travaillé sur ces points. Voilà, et que je mets au service des gens, puisque c'est quand même intéressant de voir la différence qu'il y a générationnellement, ce qui vous permettra, vous, lorsque vous recrutez et que vous faites des entretiens d'embauche, de savoir comment vous positionner et que proposer à la personne qui se présente. C'est une personne de 45 ans ou de 25 ans, ce n'est pas absolument pas les mêmes critères. Or, vous pensez proposer quelque chose d'assez généraliste, d'assez bien formulé, mais en fait qui ne correspondra pas du tout à la génération à laquelle vous vous adressez lorsque vous avez envie d'embaucher des personnes jeunes. Voilà. Je pense avoir… Alors, donc, je vous disais, 1, 2, 3, 4 éléments supplémentaires à votre
à votre disposition que je peux, puisque, c'est quand même un grand sujet et pour l'approfondir, il faut plus de temps et voilà et maintenant je vous propose de passer aux questions,